Imaginez un instant un monde sans friction. Vous posez un verre sur une table et il glisse sans jamais s'arrêter. Vous essayez de marcher et vos pieds patinent comme sur une plaque de verglas qui n'aurait pas de fin. Aucun nœud ne tiendrait, aucune voiture ne pourrait freiner et même craquer une allumette deviendrait impossible. La friction est partout, à chaque seconde de votre vie. Et pourtant, je vais vous révéler quelque chose de troublant. Presque tout ce qu'on vous a appris à l'école sur la friction est, au mieux, une simplification, et au pire, complètement à côté de la vérité. Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, l'avait parfaitement compris. Aujourd'hui, ensemble, on va découvrir ce qu'est vraiment la friction. Commençons par l'image que la plupart d'entre nous gardons en tête. On nous a expliqué, enfant, que deux surfaces frottent parce qu'elles sont rugueuses. Il y aurait de minuscules bosses sur chaque surface et ces bosses viendraient s'accrocher les unes aux autres. Pour faire glisser un objet, il faudrait forcer ces petites montagnes à se chevaucher, un peu comme deux brosses qu'on essaierait de faire glisser l'une contre l'autre. Cette image est séduisante. Elle est simple, elle est facile à dessiner au tableau. Le seul problème, c'est qu'elle n'explique pas grand-chose et qu'elle se trompe sur l'essentiel. Mais avant de comprendre pourquoi, il faut d'abord parler du langage que les physiciens utilisent pour décrire la friction. Quand vous poussez une caisse lourde posée sur le sol, vous exercez une force. Tant que la caisse ne bouge pas, c'est que quelque chose s'oppose exactement à votre poussée. Cette force qui résiste, qui s'oppose au mouvement, c'est la force de frottement. Elle ne pousse pas dans une direction au hasard. Elle s'oppose toujours au mouvement ou à la tendance au mouvement. Si vous poussez vers la droite, le frottement tire vers la gauche. C'est une force réactive, presque têtue. Elle existe uniquement parce que vous essayez de faire bouger quelque chose, et elle disparaît dès que plus rien ne tente de glisser. Pour analyser tout cela proprement, les physiciens dessinent ce qu'on appelle un diagramme des forces. Prenez un simple bloc posé sur une surface plane. Vers le bas, il y a son poids, que l'on note mg, la masse multipliée par l'accélération de la pesanteur. Vers le haut, la surface repousse le bloc avec une force que l'on appelle la force normale, notée N. Sur une surface horizontale, cette force normale équilibre exactement le poids. Et si vous poussez horizontalement avec une force F, alors la force de frottement vient s'opposer à cette poussée. Ces quatre flèches racontent toute l'histoire de la mécanique du frottement et tout ce qui va suivre tourne autour d'elle. Maintenant, il faut faire une distinction capitale, celle entre le frottement statique et le frottement cinétique. Le frottement statique, c'est celui qui agit quand l'objet est encore immobile. C'est lui qui empêche la caisse de partir alors que vous poussez de plus en plus fort. Et voici une chose surprenante. Le frottement statique n'a pas une valeur fixe. Il s'ajuste. Si vous poussez doucement, il pousse doucement en retour. Si vous poussez plus fort, il pousse plus fort. Il vous suit jusqu'à une certaine limite. Au-delà de cette limite, il craque et l'objet se met soudainement en mouvement. On écrit cela ainsi. La force de frottement statique est inférieure ou égale au coefficient de frottement statique multiplié par la force normale. Une fois que l'objet glisse, on entre dans le domaine du frottement cinétique. Et là, quelque chose d'intéressant se produit. Vous avez sûrement déjà remarqué qu'il est plus difficile de mettre un meuble lourd en mouvement que de le maintenir en mouvement une fois qu'il a commencé à glisser. Ce n'est pas une illusion. Le frottement cinétique est généralement plus faible que le frottement statique maximal. Autrement dit, le coefficient de frottement statique est plus grand que le coefficient de frottement cinétique. C'est pour cela qu'au moment précis où l'objet se décolle, vous ressentez ce petit à-coup, cette libération soudaine. La force qu'il fallait pour le décrocher était plus grande que celle qu'il faut pour le faire continuer. Si on traçait un graphique de la force de frottement en fonction de la force que vous appliquez, on verrait d'abord une ligne qui monte tout droit. Le frottement statique suit votre poussée, pas à pas. Puis, à un moment, il atteint son maximum, il rompt et la valeur retombe légèrement vers un palier presque constant. Ce palier, c'est le frottement cinétique. Ce petit saut, ce décrochement, est l'une des signatures les plus reconnaissables du frottement. On le retrouve quand une porte grince, quand une craie crisse sur un tableau ou quand un archet fait chanter une corde de violon. Au cœur de tout cela se trouve un nombre, le coefficient de frottement, que l'on note avec la lettre grecque mu. Ce coefficient relie la force de frottement à la force normale par une relation d'une simplicité presque suspecte. La force de frottement est égale à mu multiplié par n. Pour deux surfaces données, ce coefficient est à peu près constant.
L'acier sur l'acier a une certaine valeur, le caoutchouc sur le bitume une autre, beaucoup plus élevée, et la glace sur la glace une valeur minuscule. C'est ce nombre qui décide si vos pneus accrochent sur la route ou si vous partez en glissade. Prenons un exemple que tout le monde connaît, la glace. Pourquoi la glace est-elle si glissante? Pendant longtemps, on a cru que c'était simplement parce que sa surface était très lisse, mais ce n'est pas la vraie raison. D'autres matériaux parfaitement lisses ne sont pas glissants du tout. La réponse se cache dans une mince couche d'eau liquide qui se forme à la surface de la glace et qui agit comme un lubrifiant naturel entre votre pied et le sol gelé. Là encore, ce que vous observez à grande échelle, ce coefficient minuscule, cache une histoire bien plus subtile à petite échelle. Et c'est justement ce passage du grand au petit qui va tout changer dans notre compréhension. Il existe d'ailleurs un autre type de frottement qu'il faut mentionner, le frottement de roulement. Quand une roue roule sans glisser, le frottement en jeu est bien plus faible que lorsqu'on traîne le même objet en le faisant glisser. C'est exactement pour cette raison que l'invention de la roue a transformé l'histoire de l'humanité et que les roulements à billes se trouvent aujourd'hui dans presque toutes les machines qui tournent. Faire rouler, c'est éviter de payer le lourd tribut du frottement de glissement. Mais que vous glissiez ou que vous rouliez, la question de fond reste la même. D'où vient vraiment cette force qui résiste? Et c'est ici qu'apparaissent les fameuses lois du frottement, énoncées il y a plusieurs siècles par des savants comme Amonton et Coulomb. La première loi dit que la force de frottement est proportionnelle à la force normale. Doublez le poids qui appuie et vous doublez le frottement. Jusque-là, ça paraît raisonnable. Mais la deuxième loi est franchement déroutante. Elle affirme que la force de frottement ne dépend pas de la surface de contact apparente. Posez une brique à plat ou posez-la sur la tranche, peu importe la face. La force qu'il faut pour la faire glisser reste la même. Arrêtez-vous une seconde et laissez cette idée vous surprendre. La surface en contact change énormément et pourtant le frottement, lui, ne change pas. Comment est-ce possible? C'est précisément là que l'image enfantine des petites bosses qui s'accrochent s'effondre. Si le frottement venait uniquement de rugosités qui s'emboîtent, alors une plus grande surface de contact devrait offrir plus d'accroche, donc plus de frottement. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Il manque quelque chose de fondamental dans cette explication. Pour le trouver, il faut faire ce que Feynman adorait faire, zoomer. Zoomer encore et encore, jusqu'à descendre au niveau des atomes. Quand vous regardez une surface qui vous paraît parfaitement lisse, comme une plaque de métal poli, vous voyez un miroir. Mais, à l'échelle microscopique, cette surface est en réalité un paysage de montagnes et de vallées. Aucune surface n'est vraiment plate. Elles sont toutes couvertes de minuscules pics, ce qu'on appelle des aspérités. Et voici le point crucial. Quand deux surfaces se touchent, elles ne se touchent pas partout. Elles ne se rencontrent qu'au sommet de quelques pics, là où les aspérités les plus hautes se rejoignent. La surface réelle de contact, celle où la matière touche vraiment la matière, est ridiculement petite par rapport à la surface que vous croyez voir. Pour vous donner une idée, posez un bloc de métal lourd sur une table en métal. Votre œil voit peut-être plusieurs centimètres carrés de contact. Mais en réalité, la matière ne se touche peut-être que sur une fraction minuscule de cette surface, parfois des milliers de fois plus petite que ce que vous imaginez. Tout le poids de l'objet repose sur ces quelques pics microscopiques. La pression à ces points précis est donc colossale, suffisante pour écraser les sommets, les déformer et forcer les atomes à se rapprocher au point de se lier. Garder cette image en tête est la clé pour comprendre la suite. Dans ses célèbres cours de physique, Feynman expliquait que le frottement n'est pas une affaire de bosses qui s'emboîtent comme des pièces de puzzle. Le vrai mécanisme est beaucoup plus profond. Au point où les atomes des deux surfaces se rapprochent suffisamment, ils commencent à se lier. Les forces électriques entre les atomes, les mêmes forces qui maintiennent la matière assemblée, entrent en jeu. Au sommet de ces aspérités, les atomes se collent littéralement les uns aux autres, formant de minuscules soudures. Pour faire glisser une surface sur l'autre, il faut sans cesse arracher ces soudures, en créer de nouvelles, les arracher encore. La friction, au fond, c'est cette bataille permanente entre des atomes qui veulent s'unir et un mouvement qui les sépare. Et soudain, le mystère de la surface de contact se dénoue
Pourquoi la friction ne dépend-elle pas de la surface apparente? Parce que ce qui compte n'est pas la surface que vous voyez, mais la surface réelle de contact à l'échelle des atomes. Quand vous appuyez plus fort, les aspérités s'écrasent légèrement et davantage de points entrent réellement en contact. La vraie surface de contact augmente avec la force qui appuie. C'est pour cela que le frottement est proportionnel à la force normale. Ce n'est pas la géométrie de la brique qui décide, c'est combien d'atomes parviennent à se toucher vraiment. La deuxième loi, qui paraissait absurde, devient parfaitement logique dès qu'on raisonne à l'échelle atomique. Mais où va l'énergie dans tout ça? Quand vous frottez vos mains l'une contre l'autre, elles chauffent. Quand vous freinez en voiture, les freins deviennent brûlants. L'énergie de votre mouvement ne disparaît pas, elle se transforme. À chaque soudure atomique qui se brise, les atomes se mettent à vibrer. Et la vibration des atomes, à notre échelle, porte un nom familier. C'est la chaleur. Le frottement est donc une formidable machine à convertir le mouvement en agitation désordonnée, en chaleur. C'est ce qui rend la friction si utile et en même temps si coûteuse. Une immense partie de l'énergie que nous produisons dans le monde est tout simplement perdue à cause d'elle. Pensez aux freins d'une voiture de course qui deviennent rouges, incandescents en fin de course, ou à une étoile filante. Ce n'est qu'un grain de poussière qui frotte si violemment contre l'air de notre atmosphère qu'il s'embrase et illumine le ciel. Dans les deux cas, c'est la friction qui transforme le mouvement en lumière et en chaleur sous nos yeux. Et voici peut-être la leçon la plus importante que Feynman voulait transmettre. La friction n'est pas un phénomène simple que l'on aurait entièrement résolu. C'est en réalité l'un des sujets les plus délicats de toute la physique. Les surfaces réelles sont sales, recouvertes de couches d'oxyde, d'humidité, de poussière, de films invisibles. Le coefficient de frottement n'est pas une constante gravée dans le marbre. Il dépend de la vitesse, de la température, de l'état exact des surfaces. C'est pourquoi les ingénieurs utilisent des lubrifiants qui glissent entre les surfaces pour empêcher les atomes de se souder directement. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, des chercheurs en tribologie et en nanotribologie étudient le frottement atome par atome avec des instruments capables de sentir la force entre quelques molécules. Ce qui est fascinant, c'est que le frottement est à la fois l'un des phénomènes les plus anciens que l'humanité ait exploité et l'un des moins bien compris. Nos ancêtres l'utilisaient pour faire du feu bien avant de savoir ce qu'était un atome. Léonard de Vinci avait déjà noté, il y a plus de 5 siècles, que le frottement ne dépendait pas de la surface de contact apparente, longtemps avant que quiconque puisse l'expliquer. Et pourtant, malgré des siècles d'études et des enjeux industriels gigantesques, prédire exactement le frottement entre deux surfaces réelles reste encore aujourd'hui un défi redoutable. Une simple trace de doigt, un peu d'humidité dans l'air, une fine couche d'huile, et tout change. Le frottement est cet invité du quotidien que nous croyons connaître par cœur alors qu'il garde encore une part de mystère. Faisons le bilan. À grande échelle, la friction obéit à des lois simples et merveilleusement utiles. Elle est proportionnelle à la force normale, elle ne dépend pas de la surface apparente et elle se résume à ce petit coefficient mu. Mais à petite échelle, la vérité est bien plus riche. La friction naît du contact réel entre les atomes, des soudures microscopiques qui se forment et se rompent, et des forces électriques qui tiennent toute la matière ensemble. La loi simple n'est que l'ombre, à notre échelle, d'une danse atomique d'une complexité vertigineuse. C'est ça, la vraie leçon de Feynman. Derrière les phénomènes les plus banals, ceux qu'on tient pour acquis, se cache souvent une réalité profonde et magnifique qu'on ne soupçonnait même pas. La prochaine fois que vous marcherez, que vous freinerez ou que vous frotterez simplement vos mains pour vous réchauffer, souvenez-vous que des milliards de petites soudures atomiques sont en train de se créer et de se briser sous vos doigts. La friction n'est pas ennuyeuse. La friction est l'un des plus beaux secrets de la physique du quotidien. Si cette plongée dans la vérité cachée de la friction vous a fait voir le monde un peu différemment, faites-le moi savoir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations, laissez un pouce levé pour soutenir ce travail et écrivez en commentaire le phénomène du quotidien que vous aimeriez qu'on décortique ensemble la prochaine fois. Merci d'avoir regardé et à très vite pour continuer à comprendre l'incroyable physique
qui se cache dans les choses les plus simples.